5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion, bienvenue dans le débat matinal. À la suite de l'incendie meurtrier survenu le 23 septembre dernier dans un dépôt d'essence de contrebande à Sémé-Craqué, le gouvernement travaille à empêcher d'autres drames futurs. Des mesures sont en cours pour mieux réorganiser le secteur. D'après le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon-Ouedji, l'État a lancé la commande de plus de 5000 mini-stations qui seront mises gratuitement à la disposition des vendeurs de produits pétroliers opérant dans l'informel. Dans le fond, comment reconvertir tout ce beau monde qui vit de cette activité? On parle de plus de 54 000 personnes recensées. Comment désamorcer cette bombe sociale en perspective? Le sujet est au cœur du forum de discussion. Et puis, la coupe est pleine pour les travailleurs nigérians. Depuis l'année dernière, le pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 225 millions d'habitants est aussi le plus riche en termes de PIB. Mais cette richesse, les Nigériens n'en ressentent pas forcément les effets dans le quotidien. Depuis le début de sa présidence en mai dernier, Bola Ahmed Tinubu, élu sur la base d'un programme néolibéral de son parti, multiplie les réformes économiques qui touchent directement à la population. Les syndicats ont décidé de riposter après un premier coup de semonce début septembre et 2 jours de mobilisation. Ils ont appelé à une grève générale illimitée qui a finalement été annulée après les mesures annoncées par le gouvernement, dont une augmentation, j'allais dire, de salaire sur 6 mois. Tinubu vient là de se donner un sursis, mais comment le président nigérien peut-il faire face à ces problèmes sociaux qui l'assaillent? Analyse assurée avec 2 invités, 2 francs-parleurs du mercredi. Marc Johannes Goudiano, journaliste, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Herman. C'est un plaisir d'être sur ce plateau avec toi. Bonjour. Mais le plaisir, il est totalement et entièrement partagé. En face de vous, Rodrigue Rustico. Il est économiste. Bonjour et bienvenue, Rodrigue. Bonjour, cher ami. Bonjour également aux téléspectateurs de Loi TV. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avant, bien sûr, d'attaquer le tout premier sujet en débat, on va suivre les explications, les éléments d'appréciation listés donc par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Ouedji, intervenu au détour du Conseil des ministres du mardi dernier. Oui, ça s'est tenu mardi dernier parce que mercredi était chômé, il y a une semaine donc, fête de Mawlud. Le Conseil des ministres a été tenu 24 heures plus tôt et donc en conférence de presse, juste après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a tenu à éclaircir un certain nombre de choses. Votre préoccupation, elle est légitime. Elle a toujours été celle du gouvernement qui, de tout temps, a considéré que cette activité ne saurait durer éternellement en la forme que nous lui connaissons. D'autant que le gouvernement a toujours été convaincu que c'est une question de politique intérieure au Nigeria qui favorise ou non cette activité. Et nous avons vu, par exemple, avec l'avènement d'un nouveau président, que la politique du Nigeria en la matière a changé. Cela impacte aussi cette activité chez nous. Mais il se fait qu'elle continue pour le moment. Sauf que ce gouvernement avait déjà pris la mesure de la situation depuis quelques années, à telle enseigne que depuis au moins 2 ans, je peux vous le dire, des séances de travail sérieuses ont eu lieu. La prospection a eu lieu hors de notre pays pour identifier des fabricants potentiels de mini-stations qui pourraient convenir à notre environnement afin que les acteurs soient reconvertis dans le secteur formel. Et pour tous ceux qui sont attentifs dans la ville de Cotonou notamment et environ, ils ont dû remarquer depuis quelque temps que sur certains axes, devant certaines devantures, il y a des socles en béton qui sont posés. C'est précisément parce que le gouvernement travaille sur la question que le comité qui est à pied d'œuvre a identifié en lien avec les mairies les endroits où les mini-stations pourraient être posées. Et je peux vous dire aussi que sur au moins 5000 mini-stations que le gouvernement avait décidé de commander, nous avions déjà réceptionné 2000 au moins, pour lesquels le travail d'étalonnage était en cours, lequel a été achevé, ainsi que le compte-rendu vient de l'indiquer la semaine dernière seulement. La société qui est en charge de ça a travaillé avec les maires des communes concernées, notamment les maires des communes du Grand Okoué, qui vont avoir dans la première phase le déploiement de ces mini-stations, ainsi que les communes dans lesquelles, à ce jour, il n'y a pas de station-service formelle identifiée. Donc, cette conjoncture malheureuse qui fait que
nous avons perdu des concitoyens, mais aussi nos voisins de l'Est en ont perdu, et je m'incline à nouveau devant leur mémoire. Cette conjoncture négative vient indiquer que le gouvernement a eu raison d'anticiper sur cette question et d'envisager déjà des mesures pour sécuriser cette activité, mais surtout pour formaliser le secteur et faire en sorte que nous n'assistions plus à ce spectacle dans notre pays, que les conditions de conservation et de distribution des produits pétroliers soient de nature à assurer la sécurité aux acteurs, mais davantage à l'ensemble de la population. Depuis ce samedi, l'équipe gouvernementale en charge de la question a multiplié les rencontres avec les acteurs pour s'entendre avec eux définitivement sur la nécessité, je dirais l'impératif de passer à la formalisation, de réorganiser le circuit de la distribution afin que, encore une fois, cela ne se produise plus. Et pour le point qui a été fait au gouvernement, ces acteurs sont aujourd'hui assez bien disposés à accompagner cette dynamique de formalisation et de sécurisation de l'activité de distribution de produits pétroliers. Voilà donc les éléments d'appréciation évoqués par le porte-parole du gouvernement Wilfried Lian-Nwedji. Marc Johannes Goudianou, ça fait quand même, c'est pas le premier drame, certes, pas sous le régime du président Talon, mais depuis la nuit des temps où le commerce donc de l'essence de contrebande a commencé par prospérer dans notre pays. Il y a déjà eu plusieurs drames antérieurs liés à ce produit hautement inflammable. Aujourd'hui, nous en sommes encore à prendre des mesures. Merci beaucoup, Eman. Il faut reconnaître que d'entrée, le gouvernement est dans son rôle, d'accord, de pouvoir quand même, après cet événement survenu à Sémécrac, de pouvoir quand même prendre des mesures afin de pouvoir limiter les dégâts et montrer également en tout cas son envie quand même de pouvoir trouver des solutions, d'accord, approximatives à ce problème qui dure depuis la nuit des temps, si je peux le dire, puisque plusieurs régimes se sont succédés, mais n'ont pas pu réellement trouver une solution à cette vente illicite de l'essence dite Bayo. Donc il faut dire que d'entrée de jeu, on a compris que il y a beaucoup de Béninois qui sont impactés par le commerce du Paillon. Lorsque tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez rappelé qu'il y a 54 000 personnes, d'accord, qui exercent dans ce secteur-là. Et lorsque vous prenez 54 000 Béninois, d'accord, et que vous décidez du jour au lendemain de prendre des mesures drastiques pour dire peut-être que vous allez supprimer la commercialisation de ce produit, vous voyez déjà combien de foyers qui seront impactés, alors que, remarquez déjà que nous sommes dans un climat où le coût de vie, d'accord, est déjà très élevé pour la population. Donc, ça ne serait qu'accroître encore un peu plus, en tout cas, les difficultés liées au coût de vie de la population. Donc, du coup, le gouvernement a compris que dans sa démarche, il ne s'agirait pas forcément de suspendre la commercialisation de l'essence, mais de mettre en place des mesures quand même pour qu'ils puissent accompagner quand même ces acteurs-là qui sont dans le secteur. Et parmi ces mesures, il y a l'installation de ces mini-stations dont a parlé le porte-parole, par exemple, où le gouvernement déjà a acquis 2000 mini-stations qui vont quand même essayer de mettre un peu partout dans le pays en accord ou en partenariat avec les différents maires, d'accord. Mais le véritable problème qui se pose à ce niveau, c'est que on parle de 2000 stations qui seront déployées, d'accord. Tout à l'heure, on a parlé de plus de 54 000 personnes, d'accord, qui sont dans le secteur. Donc, vous voyez déjà la différence qu'il y a déjà. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre qui sera laissé également, même si on décidait, par exemple, de pouvoir confier chaque mini-station, par exemple, à chaque exploitant, d'accord, dans ce domaine d'activité. Donc, il y a déjà un manque qui est déjà là. Le second problème qui se pose d'abord et qu'il faut régler aussi, et que moi je trouve juste qu'il faut régler par le gouvernement, c'est les conditions d'exposition de ces produits-là, d'accord, qui constituent le véritable problème. Ces produits sont conservés où? D'accord, dans quelles conditions? Il faut que le gouvernement soit vraiment rigoureux sur cela, parce que c'est ça qui a causé en réalité ce qu'on a constaté à Sémécrac, et parce que il y a des sachets, en tout cas dans lesquels ils mettent l'essence façon comme ça pour pouvoir les conserver, et c'est lors du déchargement d'un des véhicules que ça a explosé. Ça veut dire que la conservation est souvent mal faite. Alors, dans ce cas précis, par exemple, qu'est-ce que le gouvernement
gouvernement a prévu pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'on a parlé de pouvoir quand même délocaliser ces entrepôts, de les mettre hors agglomération. Je crois que c'est une bonne mesure également, de mettre ces entrepôts hors agglomération pour pouvoir, en tout cas, éviter plus d'impact, d'accord, sur la population, puisque nous sommes dans l'agglomération Cotonou, Calavi, Porto-Novo et Abomey-Calavi et autres. Donc, la plupart de ces entrepôts se trouvent dans ces zones-là. Alors, il faut les délocaliser, les envoyer un peu plus loin, trouver des conditions quand même pour mieux sécuriser ces produits, pour que quand même, lorsqu'il y aurait des mesures, en tout cas des incendies et autres, que les populations puissent quand même être plus en sécurité liées à ça. Et que peut-être pas, par exemple, vous savez, lorsqu'il y a un incendie, par exemple, les premiers acteurs qui sont appelés, d'accord, dans ces cas de situation, ce sont les sapeurs-pompiers. Alors, lorsqu'il y a un incendie, est-ce qu'il y aura pas possibilité quand même de mettre au niveau de ces entrepôts des mesures obligées quand même, d'accord, ces contrebandiers à mettre dans cet entrepôt des mesures ou bien des dispositifs qui puissent permettre quand même de vite limiter quand même ces incendies. Lorsque vous prenez nos véhicules, par exemple, on est obligé de mettre des extincteurs dedans parce qu'on sait qu'à un moment donné, il peut y avoir quand même des pannes qui peuvent causer des incendies et qu'on peut prendre ces extincteurs pour pouvoir les éteindre au moment voulu. Donc, ça fait un certain nombre de mesures que le gouvernement est en train de prendre. Le gouvernement ne peut pas forcément tout faire. Les acteurs aussi qui sont concernés par le secteur, je crois que beaucoup d'entre eux également doivent aussi réfléchir à comment se reconvertir. Parce que vous savez, sur le problème de la reconversion, imaginez le nombre, d'abord, vous prenez nos facultés, imaginez le nombre d'étudiants qui sortent déjà et qui sont déjà dans le chômage. Nous avons déjà un problème de chômage qui est déjà plus grand. Et lorsqu'on va dire qu'on va faire la reconversion d'ailleurs de ces gens qui sont dans l'informel, ce serait encore un autre gros problème sur lequel il faut encore repenser beaucoup plus. Très bien. Alors, Rodrigue Rustico, on sait aujourd'hui il est établi que la vente de l'essence dite de contrebande, c'est cela, c'est comme ça on l'appelle, l'essence de contrebande tient surtout dans l'informel. Aujourd'hui, le gouvernement est conscient de ce que c'est un secteur logement grassement logé dans l'informel, mais qui contribue à une certaine forme de stabilité sociale. Donc, le gouvernement est pris dans l'étau donc d'une bombe sociale à retardement et d'un secteur informel à démanteler. Entre les deux, quand on est dirigeant, comment trouver le juste milieu? Bon, merci beaucoup. Je crois que c'est pas facile. Déjà, il faut encourager les mesures du gouvernement parce que quand vous regardez un peu cette filière, les régimes antérieurs essayent de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Ça a bien au contraire tourné dans le mauvais sens. Ce régime a compris qu'il ne faut pas attaquer le secteur, mais il faut trouver des solutions, des portes de sortie pour le secteur. Alors, ce qu'il faut encourager et saluer, ce sont naturellement les mini-stations qu'on veut mettre à leur disposition. Mais sur le plan économique, comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure, vous allez voir que l'offre sera nettement supérieure à la demande. Et là, on va encore créer d'autres problèmes. Bon, néanmoins, c'est un début de solution. On va l'expérimenter. L'offre sera plutôt inférieure à la demande. Naturellement, l'offre sera inférieure à la demande, d'accord? Pardon. Et donc, il faut l'expérimenter pour apprécier. Alors, et dans ça, je voudrais rappeler que ça soit le secteur formel, le secteur informel, les produits pétroliers sont des produits hautement risqués. Que vous soyez dans un secteur formel ou pas. Donc, ces acteurs qui sont dans le secteur informel sont plus exposés que les acteurs qui sont dans le secteur formel. Et quand le gouvernement regarde un peu le secteur formel, le secteur informel, il faut faire un arbitrage. Comment faire pour que le secteur informel ne vienne pas plomber encore le secteur formel? Donc, un chef d'entreprise est obligé d'analyser pour voir quel est l'impact social du secteur informel qui aujourd'hui nourrit beaucoup de personnes. Conséquence, le gouvernement se dit, je mettrai à votre disposition des mini-stations. Cela suppose tout simplement que le gouvernement ne prendra pas un franc chez quelqu'un avant de mettre ça à votre disposition. En fait, c'est une stratégie pour conduire les gens vers la modernisation de leur filière. Et pour moderniser cette filière, il faut que les acteurs soient disponibles, soient prêts pour la modernisation. Comme j'ai souvent l'habitude de dire ailleurs, je disais ailleurs également que oui,
on va mettre à leur disposition des mini-stations, mais attention, parce que avant d'utiliser les produits dans les mini-stations, il faut les transporter. Dans les conditions de transport, il ne faut pas les oublier. Il a dit tout à l'heure qu'on met l'essence dans des sachets. Si on doit déverser de l'essence quittant le sachet pour des mini-stations, le risque demeure toujours. Il va falloir sécuriser également depuis les sources d'approvisionnement. Et quand vous discutez souvent avec les acteurs, vous allez comprendre que ce qui les met dans une zone de confort, ce sont les marges qu'ils obtiennent dès la source d'approvisionnement, qu'aucun importateur ne peut leur donner. Et donc, s'il y a possibilité de voir dans quelle mesure discuter avec les importateurs pour que ceux-là puissent utiliser des canaux de distribution plus ou moins formels, ça va beaucoup plus sécuriser l'activité. L'un dans l'autre, on va expérimenter ces mini-stations pour voir l'ampleur, voir ce que ça va donner et parvenir également à aller identifier les entrepôts. Parce que les entrepôts aujourd'hui, c'est le danger le plus grand. Vous savez, pour stocker les produits pétroliers, il faut des normes, il faut des standards. Mais ceux-là, ils ne connaissent pas les normes, ils ne connaissent pas les standards. Et le blanc qui a créé des bidons d'huile n'a jamais demandé à ce qu'on mette de l'essence à l'intérieur. Mais eux, ils ont reconditionné alors ces bidons d'huile en outil de stockage. Or, l'essence, même sans feu, sous l'effet de la chaleur, ça s'enflamme. Donc, c'est un liquide très dangereux et il faut travailler pour que, même au niveau des mini-stations, ces mini-stations soient réellement à l'image de l'activité pour mieux sécuriser les acteurs, surtout leur santé, parce que vous n'oubliez pas, ils sont exposés à beaucoup de maladies. Et quand ils tombent malades, ils vont à l'hôpital, le peu d'économie qu'ils ont ne parviennent même pas du tout à couvrir leur charge sanitaire. J'espère que cette première expérimentation va quand même nous aider à réduire un peu les risques inhérents à cette activité et que nous allons avoir le bout du tunnel. D'accord. Allez, Marc Johannes Goudianou, certes, le gouvernement est dans une démarche responsable, dans une démarche qui vise à contenter presque toutes les parties. Il y a une situation, on veut contenter toutes les parties. On ne veut pas supprimer l'activité, quoi qu'elle est dans l'informel et dans l'illégal. On ne veut pas non plus laisser l'activité continuer, pas prospérer dans son état initial. Donc, on essaie de trouver des mesures qui arrangeraient tout le monde. Sauf que le problème, il demeure. La question de l'acheminement donc de ce liquide-là. Aussi, est-ce que le gouvernement va continuer ou va mettre en place des taxes quand ces produits, parce que la plupart de ces produits transitent par un secteur informel, par le transport fluvial, ils sont tout le temps traqués par les douaniers. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ce liquide, l'essence donc, puisse transiter par le couloir formel? Et est-ce à dire que dès lors, les contrebandiers vont s'aligner sur le coût des stations-service fixées par le gouvernement? Voilà, et tout à l'heure, bon, je ne dirais pas tout à l'heure, quand l'incendie de Sémécraké était survenu, j'ai suivi en direct un reportage que l'un de nos éléments avait eu à faire en direct. Il avait eu à interviewer quelques citoyens, d'accord? Ils ont dit que ces entrepôts qui ont été conditionnés là ont été faits dans le but de permettre à la douane béninoise de percevoir les taxes, d'accord, qu'ils perçoivent en tout cas, sur le commerce illicite, d'accord, de l'essence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que déjà, l'État perçoit des taxes, d'accord, dans le secteur informel, en ce qui concerne ce produit, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut que le gouvernement fasse maintenant? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ce sont les conditions précaires de conservation et les conditions de transport, telles que vous avez dit aujourd'hui, qui causent problème. Mais bien en laissant les acteurs dans l'informel, par exemple, et également en faisant le juste milieu entre ceux qui sont dans le secteur formel et ceux qui sont dans l'informel, il faut que le gouvernement impose des conditions. Il faut que le gouvernement impose forcément des conditions comme
imposer, par exemple, même lorsque vous êtes dans l'informel, de pouvoir faire le transport systématique uniquement par des camions-citernes. D'accord? Et on sait que, généralement, ceux qui sont dans le formel, c'est uniquement par les camions-citernes, ils font l'approvisionnement. On peut imposer à ces grands grossistes qui sont dans l'informel de pouvoir faire le transport de leurs produits uniquement par les camions-citernes. D'accord? Quelle qu'en soit la source. Une chose est sûre, dès que vous transportez, que ce soit de la mer, d'accord, vers le point, d'accord, du moment où ça doit quitter le point d'approvisionnement là, vers les stations ou bien vers vos différents dépôts, d'accord, vous devez mettre ça en citerne. Et en dehors de ça, il faut qu'on leur impose également à des lieux de distribution, il faut qu'ils mettent des tanks, d'accord, qui puissent sécuriser, tel que mon ami l'a dit tout à l'heure, ce sont des liquides très inflammables. Donc, du coup, même si on les dispose dans des bidons, tels qu'on a l'habitude de le faire, dans les bouteilles et autres, en vrac comme ça, c'est-à-dire le risque reste toujours permanent. Alors, dans ce cas, il faut forcément que le gouvernement, même en les accompagnant, même en préconisant des mini-stations, puisqu'il sait que même avec les mini-stations, le phénomène ne va pas s'arrêter de sitôt. C'est pourquoi ils ont dit, on commence d'abord par 2000, après on va commencer, même avec les 5000 mini-stations, ça ne pourra pas régler le problème. D'accord. L'autre chose que moi j'aimerais également proposer, c'est de pouvoir permettre également à ce que, au niveau, d'accord, des stations qui sont dans le formel, d'accord, l'État fait déjà une subvention, puisque l'État nous a dit que c'est grâce aux subventions que nous avons les prix à l'essence à l'état actuel, à 680 francs, si je ne me trompe. Donc du coup, est-ce qu'il y a possibilité encore de pouvoir quand même amorcer un peu, d'accord, augmenter un peu la subvention pour permettre de ramener légèrement un peu le prix, peut-être à 600 francs, d'accord, et obliger en même temps les acteurs qui sont dans l'informel de pouvoir mettre rigoureusement au même prix que les stations telles que vous l'avez dit aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui crée le déséquilibre? Lorsque, à un moment donné, c'est parce qu'il y a eu la crise au Nigeria qu'aujourd'hui, les produits de contrebande, dites Bayo par exemple, ont augmenté. Sinon, les prix seront en dessous, largement en dessous, ce qui va amener beaucoup plus la population à aller vers la contrebande et non vers les stations-service. Mais aujourd'hui, avec la crise au Nigeria, ça a fait que les prix ont augmenté de telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence entre les prix à la station et les prix au bord des voies. Donc, du coup, lorsqu'il y a une subvention légère et que les prix sont ramenés un peu à la baisse et que la crise demeure, puisque de toutes les façons, la crise au Nigeria, je pense bien que les subventions ne reviendront pas de sitôt. Donc, du coup, la station de l'essence de contrebande va toujours rester au même prix comme on l'a habituellement à 675, 650 par là ou 600 maximum. Donc, du coup, dès que ce serait au même prix que les stations, les Béninois ont commencé par prendre l'habitude aujourd'hui maintenant d'aller vers les stations-service. Donc, le problème qui se pose, c'est que dans les régions les plus éloignées, il n'y a pas assez de stations-service pour que ceux-là puissent s'approvisionner. Donc, du coup, les contrebandiers ont le champ libre pour pouvoir quand même vendre leurs produits. Donc, il va falloir également que le gouvernement réfléchisse à ces mesures-là afin de pouvoir corriger un certain nombre de problèmes. Parce que mettre les stations ne suffira pas seulement à régler le problème, et conseiller, il faut une communication peut-être, mais ça ne réglera pas le problème, mais il faut des mesures un peu drastiques, même s'il ne s'agira pas seulement de fermer le secteur, mais il faut des mesures vraiment fermes pour pouvoir quand même limiter les dégâts. D'accord. Alors, Rodrigue Rustico, il y a aussi quelque part un arbitrage à faire du côté des contrebandiers aussi. Si l'État met à disposition des mini-stations, forcément, l'État aura désormais un droit de regard sur le secteur, quelque part. Et ils ne pourront plus vraiment fixer le prix au gré des humeurs et au gré donc des fluctuations sur le marché, parce que l'essence de contrebande, ma foi, doit être le produit le plus fluctuant sur le marché. Aujourd'hui, c'est à 600 francs, demain, c'est à 700, après demain, c'est à 750, ça se trouve, demain, c'est à 800, ou 5 jours plus tard, c'est à 500 francs. Bref, les prix ne sont pas uniformes. Si l'État met en place ces mini-stations, est-ce que l'État a un droit de demander à ce que les prix connaissent une uniformisation et une harmonisation sur le marché avec les stations-service? Bon, par rapport à ça, j'estime que ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal pour éviter quand même, puisque c'est les mêmes agents économiques qui s'approvisionnent auprès des stations qu'au niveau du secteur informel. Donc, ça dépendra des clauses qui vont exister entre l'État et ce secteur. Il va falloir que les clauses soient bien définies, clairement, pour qu'il y ait une réglementation propre à leur secteur. De manière à ce que chacun ne se lève pas pour dicter sa loi. Parce que qu'est-ce qu'on comprend, c'est des gens qui sont très organisés.
Et quand vous faites un peu le constat, il faut juste qu'un vendeur augmente son prix. Dans les 5 minutes qui vont suivre là, tout le monde, on généralise ça. C'est pour vous dire qu'ils sont très organisés. Ils ne sont pas vraiment désorganisés, ils sont dans le secteur informel, mais ils sont très organisés. Si l'État met à leur disposition des ministrations, ce ne serait pas uniquement pour gérer un problème, c'est pour également résoudre d'autres difficultés du terrain, parce que n'oubliez pas, on risque de créer une concurrence qui ne dit pas son nom avec le secteur formel si on met à leur disposition des ministrations et on ne régularise pas l'activité au sein des ministrations. Donc l'un dans l'autre, l'État doit pouvoir mettre des conditions en place pour les forcer la main, pour pouvoir être très proche des prix à la station, de manière à ce que, si un citoyen lambda veut s'approvisionner, il est libre d'aller à la station ou dans le secteur informel. Et donc, quand vous regardez tout ça, vous vous dites que c'est un début de solution. Je le dis encore, il faut qu'on expérimente cela pour voir un peu les retombées de cette mesure. D'accord. Maintenant, là, il y a tout autre problème qui se pose, messieurs. Le gouvernement va envoyer 2000 mini-stations pour le compte de cette première phase. 54 000 au de 2000, il reste 52 000. Que deviennent les 52 000 autres vendeurs d'essence de contrebande en attendant? Bon, vous savez, c'est normal. Hein? L'État, en fait, vous savez, c'est d'abord un soulagement. Déjà, c'est un grand pas parce que l'État pouvait dire chacun n'a qu'à investir. Et là, il ne va pas atteindre son objectif. Carrément, l'État dit je supprime. Voilà. Et en disant je supprime, je crois que ce gouvernement comprend vite les choses. Si on supprimait, les conséquences seraient très dangereuses. Sur le plan social. Sur le plan social, très dangereuses. Alors, donc, du coup, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettons à leur disposition des administrations et de façon progressive. Ce que moi, je voudrais que l'État fasse davantage, c'est quoi? C'est de mettre en place des mesures, même si on ne peut pas accompagner tout le monde, parce qu'ils sont 54 000. Si on ne peut pas accompagner tout le monde, c'est de mettre en place des mesures incitatives pour que les gens parviennent réellement à construire eux-mêmes leur propre administration. Et de réglementer le positionnement des administrations dans la ville. Il va falloir quand même pas du tout avoir des administrations très proches des stations qui sont dans le secteur formel, parce que ça va créer encore d'autres problèmes. Donc, il faut que la cartographie, la disposition des ministrations soit bien calibrée, de manière à ce que un citoyen qui veut s'approvisionner aura le libre choix. En réalité, quand vous regardez un peu les deux secteurs, ce qui fait la différence fondamentale, c'est le conditionnement. La conservation. C'est la conservation, c'est le conditionnement. Sinon, en réalité, quand on dit essence Kpayor, là, l'essence, je ne sais pas en quoi c'est Kpayor, à part le conditionnement. Parce que il y a aussi le cycle d'approvisionnement. Le cycle d'approvisionnement, très bien. C'est pour ça que je dis qu'il faut régler la problématique du cycle d'approvisionnement, régler le conditionnement. Ça suppose quoi? Qu'en réalité, on est en train de reconvertir les acteurs dans le secteur formel. Et désormais, leur produit ne sera plus tassé de frelaté, ce serait naturellement un produit formel. Et le plus important pour moi... Même la qualité du produit est parfois problématique. Parce qu'il oui. y a que certaines raffineries clandestines au Nigeria produisent donc de l'essence et qui sont acheminées vers des pays comme le nôtre, donc notamment le Bénin qui est le principal... Est-ce qu'on ne peut pas maîtriser tout ça? Ce qui est sûr et certain, il faut travailler pour que nos frontières soient vraiment un peu sécurisées. Ce qui doit pouvoir rentrer, on doit s'assurer de la qualité des œufs qui rentrent. Parce que quand ça rentre, la consommation, elle est immédiate. Et quand on consomme, tout le monde se rend chez le mécanicien pratiquement toutes les fois pour changer les pompes des véhicules. Et c'est ça, en fait, ce qui est à la base. Quand vous expérimentez quelqu'un qui est un abonné fidèle d'une station-service, je vous assure, avant qu'il ne change sa pompe, ça va prendre du temps. Mais là, aujourd'hui, les gens se disent le différentiel de coût amène les gens vers l'informel. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup ont déjà pris l'habitude d'aller vers les stations parce qu'ils estiment quand même qu'il n'y a pas grande différence, à peine 10 francs, 5 francs, parfois même là, c'est plus cher que même que pour la station. Alors, vous allez voir dans les années à venir, cette filière va disparaître d'elle-même. Progressivement, ça va d'elle-même. Une sélection naturelle. Naturellement, ça va partir d'elle-même parce que tout simplement, le Nigeria ne veut pas démordre. Et dès que le Nigeria ne démord pas, et nos acteurs, quand ils vont acheter très cher là-bas,
Et il ne peut pas revendre ça ici moins cher. Il va vendre ça également cher et par conséquent, ils ne pourront pas alors écouler le marché. Et c'est justement ce que disait le porte-parole du gouvernement, c'est une politique intérieure du Nigeria, mais qui a un impact considérable sur le Bénin. Si demain, le président Tinubu décide de remettre à nouveau les subventions sur la carburation au Nigeria, c'est que l'activité reprend de plus belle. Non, bon, c'est vrai, c'est ce qui est envisageable, effectivement, mais je ne pense pas que Tinubu va remettre en cause, en tout cas, cette suppression de la subvention. On y reviendra tout à l'heure, mais je dis également qu'il y a un autre aspect, par exemple, du problème que moi, j'aimerais quand même souligner, c'est qu'il faut également une confiance, d'accord, entre la population, d'accord, et le secteur formel. Je veux parler des stations-service. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de stations-service qui ne vendent pas exactement le nombre de litres qu'il faut à la pompe. Et ce qui a initié d'abord ce contrôle de l'ANM de façon régulière sur au niveau de certaines stations-service, et certaines stations-service ont été même fermées. Ça veut dire qu'il y a également un autre problème qui était, en tout cas dans l'ombre, c'est qu'en réalité, les stations-service ne servaient pas la quantité idéale. Pas toutes les stations. Certaines stations-service ne le faisaient pas. Donc, à un moment donné, est-ce que le contrôle n'était pas fait avant? Donc, du coup, on ne savait même pas si on nous servait en réalité la vraie quantité au niveau de toutes les stations, on ne savait pas. Donc, du coup, il a fallu que l'on commence par faire le contrôle pour constater que, puisqu'il a commencé par avoir plus de monde vers les stations-service, donc, on a dit maintenant, OK, comme il y a plus de monde vers les stations-service, peut-être il y a le service de l'ANM qui a dit, OK, il faut qu'on commence maintenant par contrôler parce qu'ils ont peut-être eu vent, forcément, qu'il y a des dénonciations au niveau de certaines stations-service où les populations ne sont pas satisfaites aux justes mesures. Donc, du coup, il faut cette confiance également entre les stations-service et les populations pour pouvoir donner la quiétude à ce que, lorsque je vais même prendre de l'essence de qualité au niveau de la station-service, il faut que, dès que je demande pour 5 000, il faut qu'on me serve réellement pour 5 000 de quantité et non, en tout cas, truquer les stations-service pour que quand même, on ne puisse pas avoir la quantité espérée. Mais pour ce qui concerne la subvention, telle que vous l'avez dit, on ne pense pas que ça reviendra de sitôt au Nigeria pour que l'on puisse quand même avoir un prix au rabais. Donc le problème va toujours demeurer quand même au moins dans les 6 mois, tel que l'a dit le président Tinubu lorsqu'il décide de subventionner quand même un certain nombre de mesures, en tout cas dans le pays. Comment peut-on, selon vous, réorganiser la filière de la vente de l'essence de contrebande dans notre pays? Voilà la question que nous vous avons adressée pour vous permettre à vous aussi, ou que vous soyez partout dans le monde, d'échanger avec nous, d'interagir surtout avec nous dans le débat matinal, dans le forum de discussion. Et c'est Maurice Tantan qui prête sa voix à vos commentaires. Bonjour Maurice. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toute la question du jour de ce mercredi. Vous venez de le rappeler et évidemment, comme c'est un sujet d'actualité, cela a fait réagir nos amis internautes. Ils ont été nombreux à commenter cette interrogation sur Facebook, mais également sur Twitter. Et il faut dire que chacun a son approche pour aborder la problématique. Certains estiment que il faut regrouper les acteurs de la vente de l'essence de contrebande en GIE, donc en groupement d'intérêt économique. On ne pourra donc pas satisfaire tout le monde en termes de mini-stations. Pour d'autres, il faut forcément encourager ces personnes-là à se reconvertir dans d'autres activités génératrices de revenus. C'est ce que nous allons voir globalement et d'autres avis également sur Facebook, sur Twitter, comme je l'ai annoncé. Tantôt, je commence avec le commentaire de Elias Agbozo sur Facebook. Il nous écrit que le mieux serait de faire une sensibilisation sur les dangers qui découlent de ce commerce. Il ne sert pas à grand-chose d'envoyer la police ni les militaires ramasser la marchandise des gens. Donc, selon lui, c'est la sensibilisation qui permettra de régler le problème. Philippe Bokodaro écrit « Ce commerce est un os donc dans la gorge de notre gouvernement depuis plusieurs années. L'opération serait très difficile, mais selon lui, c'est avec la foi qu'on pourra y arriver, même s'il ne croit pas qu'à 100%, ça va pouvoir se réaliser avec cette génération écrite. » Donc, c'est internaute Roger Bakabambou nous dit il faut d'abord enlever de notre tête que c'est du baillot, puisque c'est cette contrebande-là
qui fournit presque tout le pays 24 heures sur 24. Ensuite, trouver de l'emploi aux jeunes, car la majorité de ceux qui exercent ce métier sont des diplômés sans emploi. Enfin, vu que les administrations ne peuvent pas couvrir tout le territoire national, il faut voter une loi qui prendra en compte le secteur avec des réglementations adéquates et laisser les gens exercer ce métier, conclut Roger Bakabamou sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. On fait un tour sur INS à présent. Générique Aguidissou nous écrit que le gouvernement doit effectuer une cartographie précise des acteurs de la filière, y compris les distributeurs et les revendeurs. Ensuite, en fonction de critères tels que la localisation géographique et l'influence sur le marché, il faudra fusionner chaque catégorie d'acteurs à l'image des coopératives agricoles pour une meilleure gestion. Le gouvernement doit aussi fournir aux acteurs en règle entre griffes de nouveaux équipements comme les mini-stations. Voilà donc la démarche à suivre selon Monsieur Aguidissou. Abraham Avakoudio nous dit il ne faut surtout pas créer des mini-stations informelles. Le carburant ce n'est pas du pain, c'est un produit dangereux. Les vendeurs de paillots doivent être regroupés en GIE autour de stations-service conventionnelles. Le stockage et l'approvisionnement doivent être aussi pris au sérieux et normés. On va terminer avec le commentaire de Stanislas Bossou, c'est toujours sur la plateforme INS, qui nous dit que le gouvernement rassemble tous ceux qui sont dans le secteur d'activité, leur propose des mini-stations, subventionne des mini-stations et signe des contrats gagnant-gagnant avec les acteurs. Même ces acteurs, écrit-il, savent le risque qu'ils courent. Ils désirent donc être régularisés, conclut cet internaute. Merci à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. On voit clairement la tendance qui se dégage sur la toile. C'est ça. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, vous et moi, mais le travail se poursuit pour vous demain. Et vendredi. Et vendredi prochain. Allez, messieurs, on revient en plateau pour clore le sujet concernant donc l'essence, la commercialisation de l'essence de contrebande dans notre pays. Toute réforme vient avec son lot de frustrés, forcément. Merci. Donc, c'est clair, il y aura forcément des frustrés dans cette histoire. Oui, hein, forcément, parce que il faut dire que vu les conséquences des drames survenus au cours de ces dernières années, il faut dire que forcément le gouvernement est dans sa juste position de pouvoir prendre des mesures quand même pour pouvoir limiter les dégâts. Et lorsqu'on veut limiter certains dégâts et que vous êtes également dans l'informel, il faut forcément que vous soyez prêts quand même à prendre également, à faire des concessions également, quitte au gouvernement également qui fait également des concessions pour que toute la population soit quand même satisfaite à ce niveau-là. Très bien. Allez, messieurs, on en vient à présent au Nigeria. Le Nigeria qui traverse aussi une crise sociale, socio-économique même, j'ai envie de dire, parce que ça commence à faire beaucoup sur ce pays. La grogne sociale devient de plus en plus grandissante. Les principaux syndicats du pays avaient d'ailleurs annoncé une grève générale illimitée finalement qui a été rapportée avec les mesures prises par le gouvernement du président Tinubu, notamment la hausse des salaires allant de 35 000 à 45 000 Naira qui seront subventionnés, en tout cas qui seront mis sur les revenus des populations sur 6 mois. Comment est-on arrivé là au Nigeria, Audrey Justico? C'est quand même la première économie d'Afrique, en tout cas en termes de PIB. Oui, vous savez, en économie, il y a des actions où les effets sont factuels. Lorsque le revenu de l'individu, de l'agent économique, ne varie pas, mais que son niveau de consommation varie, il n'est pas content. C'est tout ce qui s'est passé au Nigeria. C'est tout. Il n'y a pas de choses pour expliquer ça. Parce que les prix des produits pétroliers, pratiquement 3 à 4 fois le coût normal, mais les salaires n'ont pas augmenté, mais il est toujours un citoyen du Nigeria, il ne peut que s'exprimer. Donc, il y a des mesures qu'il faut savoir prendre. Quand vous voulez les supprimer, on ne peut pas, c'est comme vous voulez allaiter un bébé. Vous voulez arrêter, d'accord, d'allaiter un bébé. Vous le faites progressivement. Vous faites du sevrage. Voilà. Lors du sevrage, vous le faites progressivement. Vous ne le faites pas du coup et en même temps. Mais des actions tout de suite comme ça sur une économie se payent cash.
C'est les conséquences que nous sommes en train de vivre comme ça au Nigeria. Je crois que lui-même, il a compris qu'effectivement, ça chauffe et ça va toujours continuer par chauffer tant qu'il n'y a pas de mesures, d'accord, atténuantes. Donc, on va prier pour que le Nigeria puisse vraiment retrouver vraiment la paix parce qu'ils en ont besoin. Vous savez que si le Nigeria n'a pas la paix, le Bénin n'a pas la paix. Nous aussi, là, puisque quand le Nigeria a un petit problème, nous on a un gros problème. Donc il vaut mieux alors prier pour qu'eux puissent être en paix là-bas, pour que nous aussi, là, nous puissions vraiment être en paix. Donc, en économie, il faut faire beaucoup attention. Des actions, quand vous voulez mener des actions, vous devez absolument évaluer, d'accord, tout simplement les actions de ces points-là que vous voulez donner à l'économie. Ce n'est pas que c'est mauvais de supprimer une subvention. D'abord, quand vous prenez en réalité une subvention, c'est pour aider. On ne saurait subventionner éternellement, d'accord, dans un circuit donné. On peut intervenir à un moment donné et commencer par réduire la subvention. Il y a des pays où la subvention n'apparaît pas dans tel secteur. Et quand vous utilisez la subvention pour un produit donné, à un moment donné, les dispositions vous amènent à réorienter la subvention vers un autre type de produit pour faciliter également la consommation. Donc, au Nigeria, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous ai expliqué. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Les revenus n'ont pas varié, mais la consommation a augmenté. Par conséquent, les gens sont mécontents. Très bien. Alors, Johannes Goudianou, on a vu sous la présidence de Muhammadu Buhari, le pays a traversé plusieurs récessions économiques. L'économie a été très instable. Et sous le président Tinubu, ses premières mesures prises, notamment avec la suppression de la subvention, le Naira qui a été fortement dévalué, on a l'impression que les Nigériens sont pris dans l'étau, je vais dire, d'une grogne sociale. Oui, c'est vrai. Il faut dire qu'actuellement, le Nigeria est dans une inflation de l'ordre de 25%, ce qui fait que déjà, économiquement, d'accord, le coût de vie de la population est déjà impacté dans l'ensemble. Lorsque l'on n'en vient même pas à cette question de suppression de la subvention au niveau du carburant. Et tel que l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, c'est que forcément, lorsque vous ne prenez pas des mesures d'accompagnement et que du coup, vous habituez la population, ou bien c'est pas lui qui l'a habitué, mais en tout cas les gouvernants précédents ont habitué la population à cette subvention des carburants, et que du jour au lendemain, lorsque vous prenez la tête du pays, vous décidez de supprimer de façon... Attendez-vous forcément à des répercussions. Et c'est ça qui s'est manifesté par le lancement des mouvements de grève prévus par les deux principaux syndicats du pays, c'est-à-dire je veux parler du Nigeria Labour Congress et du Trade Union Congress également, qui ont lancé ces mouvements de grève. Or, ces mouvements de grève vont encore plus paralyser le pays. Alors, le président a compris qu'il fallait quand même les écouter, voir dans quelle mesure accompagner cela pour que cela n'ait pas trop d'impact sur la population. Parce que lorsque ce qui a manqué généralement, ou ce qui manque généralement à nos gouvernants, c'est quoi? C'est le problème de communication. Lorsque vous savez que vous devez prendre une mesure du genre, moi je me dis que forcément, il faut une large communication pour que la population commence pas déjà à accepter psychologiquement la chose d'abord. Et là, maintenant, vous amorcez la phase pratique, mais pas arrêter la subvention jusqu'à augmenter à 4 fois le prix du carburant. Vous pouvez commencer par augmenter doublement, d'accord, et vous les informer au fur et à mesure pour dire que, en réalité, le fait de subventionner le carburant, ça a beaucoup d'impact, d'accord, sur l'économie du pays. Alors que vous savez qu'on a d'autres réalités, d'autres problèmes à régler, par exemple les problèmes de santé, d'accord, les problèmes au niveau d'autres secteurs qu'il faut combler, et que ces fonds, ce serait mieux qu'on réoriente alors ces fonds vers ces secteurs-là qui sont des secteurs très vitaux. Donc du coup, s'ils avaient expliqué, s'ils avaient assez communiqué avec la population en amont, en leur expliquant que en réalité, les frais de subvention iront vers d'autres secteurs d'activité qui sont très très importants pour la population aurait mieux compris la question et on aurait augmenté au fur et à mesure en passant à doubler le prix, d'accord, après à tripler le prix et aussi à venir aujourd'hui où le prix est multiplié par 4 aujourd'hui. Donc du coup, les gouvernants, ils prennent les mesures en ne tenant pas compte forcément de ce que vit la population.
des réalités que vivent les populations. Ils comprennent mieux. Ils comprennent. Non, s'ils comprenaient mieux. Peut-être pas totalement, mais ils comprennent. Ils voient quand même la souffrance de la population. Ils voient. Mais s'ils voyaient réellement la souffrance de la population, ils n'iraient pas à augmenter, d'accord, directement les prix, d'accord, sans penser aux retombées, d'accord, en sachant que lorsque mon salaire n'a pas augmenté, lorsque le coût de vie n'a pas diminué et que vous augmentez drastiquement les prix, du coup, c'est que forcément ça doit impacter. Aujourd'hui, maintenant, ils sont obligés maintenant de faire, en tout cas de remettre en cause cela en proposant une augmentation des salaires également et en donnant un délai de 6 mois, quitte à encore réanalyser pour voir dans quelle mesure ils peuvent satisfaire la population. Alors, lors de la célébration de la 63e de la session du pays, des 63 ans de la session du pays à la souveraineté nationale et internationale, le président Tinubu avait fait une émission télévisée au cours de laquelle il affirmait, je cite, la réforme peut être douloureuse, mais c'est ce qu'exige la grandeur et l'avenir. Il n'y a aucune joie à voir le peuple de cette nation assumer des fardeaux qui auraient dû être abandonnés il y a des années. J'aurais aimé que les difficultés d'aujourd'hui n'existent pas, mais nous devons les supporter si nous voulons un meilleur avenir. C'est qu'il appelle le peuple à la résilience. Oui, effectivement. C'est pas que cette faveur date de très longtemps et les gens, vous les avez déjà habitués à un style de vie et quand vous voulez vous lever un beau matin pour supprimer, c'est difficile. Et aucune réforme n'enchante quelqu'un. Hein. Quand il y a une réforme, tout le monde, il y a toujours des grincements dedans. Donc personne ne peut applaudir une réforme parce que la conséquence, on l'a vu dans les rues du Nigeria. Et déjà, cette annonce, ça a entraîné la fermeture. Il y a beaucoup de banques qui n'ont pas fonctionné. Et ça, c'est déjà une lourde perte pour l'économie du Nigeria. Et donc, les entreprises qui n'ont pas pu fonctionner également, c'est une lourde perte pour le Nigeria. Donc, c'est vrai, c'est un lourd fardeau que le Nigeria traînait depuis des années. Il faut arrêter, mais s'il faut l'arrêter, il ne faut pas l'arrêter brutalement. J'estime qu'il ne faut pas l'arrêter brutalement, il faut l'arrêter avec méthode. Et comme je le dis, la subvention, ce n'est pas à vie. Une subvention sur un produit, ce n'est pas à vie. On peut retirer une subvention, d'accord, et réorienter cette subvention dans une autre activité. Et donc, la population doit sentir qu'effectivement, on m'a retiré la subvention de l'activité A, mais je l'ai retrouvée, j'ai quand même accès à une activité B qui me revient un peu moins cher. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il voulait régler un problème qui date de très longtemps. Et maintenant, ça a mal tourné. Et ça crée un autre problème. Ça crée un autre problème. Ça crée un autre problème. Même l'augmentation envisagée ne pourra pas régler le problème parce que quand vous regardez un peu le différentiel entre le coût de la vie au Nigeria avec l'augmentation qu'on est en train de leur proposer, ce n'est pas très évident que les gars parviennent à le faire. Ça veut dire qu'il va encore réfléchir pour trouver d'autres portes de sortie. Bref, c'est pour dire qu'on veut prendre une décision. Comment il se tire d'affaire, Bola Tinubu? Ah oui, il lui sera très difficile actuellement parce que la tension elle est rude. Je peux vous dire que il ne va pas avoir le temps même de bien réfléchir parce qu'il est obligé de trouver des portes de sortie. Parce que si l'économie est paralysée, c'est que le Nigeria a des problèmes. Il ne va pas vouloir que l'économie soit paralysée. Donc, mais en venant au pouvoir, les Nigérians savaient quand même à quoi s'en tenir. Il a fait une campagne sur la base d'un programme néolibéral. Oui, bon, vous savez, bon, ça c'est les propos d'un homme politique avant. Hein. Maintenant, après, si c'est la même chose qui revient, bon, là, on apprécie. Et après, ils sont en train de constater que le monsieur, il avait une posture avant de venir au pouvoir. Et c'est cette posture qu'il est en train de désirer. Donc, je pense quand même que ils vont trouver une solution entre eux pour ne pas paralyser vraiment l'économie du Nigeria. C'est vraiment important parce que ça va jouer sur les pays limitrophes également du Nigeria. Il faut rappeler qu'il n'a pas été le premier à l'essayer. Je me rappelle en 2012, Goodluck Jonathan l'avait fait. Madou Buhari également avait essayé. Dans leur cas, ils n'avaient pas quand même quadruplé le prix de l'essence à l'époque, mais peut-être doublé le prix. Mais je veux dire que même avec ce que propose Tinubu aujourd'hui, en disant qu'il va augmenter les salaires, en réalité, il faut reconnaître que le Nigeria est un État fédéral et qu'il y a des gouverneurs au niveau de chaque État. Les gouverneurs, ce sont eux qui doivent trouver les fonds nécessaires, d'accord, pour pouvoir augmenter les salaires au niveau de leurs États. Alors qu'on sait qu'au Nigeria, tous les gouverneurs n'ont pas le même pouvoir, ils n'ont pas les mêmes ressources
Donc, du coup, il y aura un autre problème qui va se poser à ce niveau quant à la satisfaction, alors, de cette mesure qui sera prise. Parce que certains États ne pourront pas être en mesure, quand même, de pouvoir faire payer à leurs fonctionnaires cette augmentation-là. Et là, ça va encore amener un autre problème au Nigeria, à l'interne. Donc, il faut dire que, tel que l'a dit également mon vis-à-vis, c'est que ce problème de subvention, elle est nécessaire, c'est vrai. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de subvention à vie. Mais c'est la méthode qui manque. Au Ghana également, il y a eu suppression des subventions sur les produits pétroliers au Ghana. Mais ça a évolué. Mais ça veut dire que le Ghana a pris, d'accord, la mesure et a anticipé, a informé assez la population pour que la population accepte la mesure en sachant que c'est pour, en tout cas, c'est pour d'autres mesures qui seront encore plus bénéfiques à la population. Donc, il faut que, encore que lui, Tinubu, il est au début du mandat, donc, il a intérêt quand même à ramener encore la balle un peu à terre pour pouvoir voir dans quelle mesure réfléchir pour que quand même il y ait équité à certains niveaux, pour que la population se sente un peu plus mieux traitée également et qu'on ne se sente pas trop harcelé, ou bien c'est comme s'il était venu au pouvoir afin de pouvoir les asphyxier et faire évoluer, même si c'est pour le bien du pays. La population ne va pas concevoir de façon statistique, de façon technique, que forcément ce qu'il fait, c'est pour le bien-être du pays. Du moment où le coût de vie augmente chaque fois, du moment où il n'y a pas augmentation réelle des salaires, alors il est vrai que cette mesure s'accompagne également au niveau du secteur du transport également. Ils sont en train de prévoir prendre des bus, plus de 3000 bus quand même, qui vont utiliser du gaz pour pouvoir permettre quand même la réduction du coût à ce niveau-là. L'autre problème aussi, c'est qu'on a constaté peut-être aussi que lorsque les subventions allaient au niveau de la subvention, au niveau des carburants, c'est que ça permettait également une autre forme de corruption. Parce que les fonds, lorsque les fonds vont, les subventions vont, on ne sait pas à quel niveau c'est totalement réparti, comment c'est totalement, en tout cas, bouffé au niveau de chaque acteur politique. Donc, du coup, il faut forcément qu'on ait une image assez claire de la subvention. Une cartographie. Une cartographie, effectivement, pour pouvoir les réorienter vers d'autres secteurs qui seront plus bénéfiques à tous. Très bien. Monsieur, merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin. Nous éclairer de votre lecture de l'actualité, des divers sujets de l'actualité, notamment cette réorganisation du secteur de la filière de l'essence de contrebande et cette grogne sociale qui devient de plus en plus grandissante du côté du Nigeria. Audrey Justico, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et le plaisir est partagé. Merci, Marc-Johannes Goudiano. Merci beaucoup, On espère vous retrouver très prochainement merci. sur 5 sur 7 matin pour continuer par opiner sur divers sujets d'actualité. Merci. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. Les sports de Blaise Adanko, juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.